Salut tout le monde, salut Marianne. Salut François. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu, expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça? Bonjour à tous. Marianne Bourinchat, j'ai 46 ans. Je suis directrice de projet et concrètement, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans le pilotage de projets. Dans un premier temps, plutôt dans l'industrie. C'est là où j'ai démarré ma carrière, dans le retail. Et après, je suis passée dans l'aéronautique, tout ce qui est service connexe aux compagnies aériennes. Et là, depuis 3 ans, je travaille dans le secteur assurantiel. Et je me suis lancée en tant que freelance depuis presque 9 mois maintenant. Ok. Donc au début de ta carrière, t'as passé la quinzaine d'années en tant que CDI, c'est ça? C'est ça, un peu plus que 15 ans parce que je ne l'ai pas mentionné, mais avant de faire du projet, j'ai travaillé dans le commerce international pendant 7-8 ans. Mais donc j'ai fait toute ma carrière, sauf les 9 derniers mois en tant que salarié et donc en CDI. Ok, clair. Bah du coup, comment tu l'as vécu un peu cette transition CDI freelance? Alors, comment je l'ai vécu pour être tout à fait transparente, pour moi, c'était important de me préparer. En fait, ça faisait déjà 2-3 ans que ça me trottait dans l'esprit. Pourquoi 2-3 ans? Parce que voilà, après quasiment 15 ans en tant qu'experte de projet dans l'industrie et plutôt à l'international, étant passée par des grosses structures comme Airbus, je me suis dit, bah voilà, j'ai passé quasiment toutes les certifications sur le marché, j'ai un master spécialisé en ingénierie de projet, donc j'ai une certaine expertise qui était reconnue par mes clients internes et par mes responsables. Et donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer à ton compte et puis pouvoir choisir un peu plus les missions qui t'intéresseraient et pouvoir apporter une plus-value. Et donc, du coup, j'ai commencé à me renseigner, notamment via LinkedIn, hein, puisque c'est comme ça que je t'ai connue aussi, à consulter les posts de personnes qui étaient freelance. Et en fait, une chose que je voyais, c'était vraiment faites attention à votre positionnement. On se positionne pas en tant que freelance comme un salarié. Il faut vraiment avoir une démarche proactive, que ce soit dans la recherche évidemment de clients, mais aussi dans la manière de se présenter. On est là d'abord pour comprendre le besoin du client et comment nous on peut y répondre, et non pas dérouler son profil face à un client qui en gros en a rien à faire de savoir ce qu'on faisait il y a 5 ans à la ligne près. Et donc, c'est en ça que j'ai trouvé intéressant de me préparer à cette transition. Et donc, je l'ai plutôt bien vécu. Ok, pas trop. Ouais, bah comme tu dis, c'est principalement sur le côté, on se vend pas pareillement en CDI qu'en freelance. Tout à fait. Il y a d'abord essayer de comprendre quel est le besoin du client, qu'est-ce qu'on peut lui apporter concrètement, c'est quoi notre plus-value. Et donc, en ça, il y a à la fois notre manière de nous présenter, mais aussi au niveau du CV. Donc, un CV, effectivement, c'est bien d'en garder un, je trouve. En tout cas, c'est ma posture. Mais c'est bien d'avoir aussi une espèce de portfolio qui donne un peu plus de détails sur concrètement qu'est-ce qu'on a délivré, surtout en management de projet, le montant des projets qu'on a délivrés, le nombre de personnes qu'on a pu piloter, les KPI, etc. Enfin, donner vraiment des indications chiffrées qu'on peut évidemment indiquer sur le CV, mais le CV, il faut qu'il reste court, que ce soit un client dans un grand groupe ou une PME, il n'a pas trois plombes à nous donner, donc il faut que le CV il soit synthétique. Et derrière, s'il a envie d'avoir un peu plus d'informations, je trouve que c'est bien d'avoir un portfolio, et c'est pas quelque chose qu'on fait forcément quand on est salarié. C'est ça. En moyenne, les recruteurs ils passent environ 7 secondes sur un CV pour donner un ordre d'idée. Donc, il faut que ça aille vraiment vite, qu'il y ait les informations essentielles, que ce soit bien hiérarchisé et que ça aille très vite. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as vu, entre guillemets, tout ça. Et ta première réaction, c'est pas de se dire, bah en fait, je vais le faire tout seul, je vais apprendre la transition CDI freelance tout seul, travailler mon état d'esprit, travailler tout ça. Pourquoi est-ce que tu avais décidé à l'époque de choisir quelqu'un pour t'aider dessus au final? Alors j'ai un biais peut-être professionnel aussi, c'est que j'ai fait une formation de coach. Je suis certifiée coach professionnel depuis 5 ans.
Et donc du coup pour moi il y avait cette démarche de l'accompagnement c'est normal. Que ce soit en termes coaching, en termes thérapeutiques, enfin là on touche plus à la sphère privée, mais à partir du moment où on va changer de posture, finalement, plutôt que de perdre du temps, essayons d'aller se faire accompagner par des gens qui connaissent le marché, en l'occurrence toi qui as toujours été indépendant, qui seront capables de nous donner des tips. Et pour moi, c'était un investissement qui était important parce que j'avais pas envie de galérer pendant 6 mois à trouver une mission parce que c'était ce que je voyais aussi de certains posts LinkedIn, des gens qui galéraient, des gens qui étaient encore dans une démarche, encore une fois, de salariés à aller postuler uniquement sur des plateformes et pas forcément à avoir une démarche proactive de contacter des personnes sur LinkedIn. Et donc, je voulais pas rester dans ce mindset. Et qui mieux que les personnes qui connaissent le marché et qui sont déjà dans l'accompagnement de personnes dans cette transition, qui mieux que ces personnes-là pour m'accompagner en fait. Ok, non mais très clair du coup, t'as pas eu de questionnement, t'as pas eu de, on va dire, de monologue interne pendant des mois avant de te décider de te lancer. Alors je dirais pas ça dans le sens où quand même j'y réfléchissais depuis 3 ans. Ouais. Donc il a fallu le temps en fait on va dire que je digère ma dernière expérience professionnelle en CDI, où je me dis voilà, ben, finalement j'ai décidé de changer de secteur d'activité de l'industrie à l'assurance. Je m'étais donné ce challenge pour voir si j'étais en capacité, avec mon bagage, mon expertise en gestion de projet, si j'étais capable de relever le challenge, chose que j'ai réussi à faire. Et en fait, ça m'a donné une assurance, sans mauvais jeu de mots, complémentaire. Et je me suis dit, bah, finalement, c'est un peu aussi la démarche que j'aurais passé du salariat au monde indépendant, au monde de freelance. Finalement, c'est un autre challenge. Et puis, il n'y a pas mort d'homme. Je veux dire, si j'y arrive pas, c'est pas grave, je retournerai en CDI dans le sens où, de toute façon, j'ai connu que ça jusqu'à présent. Donc, autant se donner la possibilité de. Et voilà, au bout de quelques mois quand même de réflexion, je me suis lancée. Et aujourd'hui, je le regrette pas. Je n'ai pas de boule de cristal, je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'il y aura un moment où ça sera plus compliqué, mais en tout cas aujourd'hui, je m'y retrouve. Et je trouve que ça colle plutôt bien à mon mindset. Ok, non, très clair du coup. La réflexion, on va dire, t'as mis un certain moment à réfléchir, mais une fois que tu t'es décidé, tu t'es dit c'est bon et j'y vais directement quoi. C'est ça. Et j'y vais surtout avec les bons outils, avec les bonnes personnes, en étant accompagnée, en travaillant sur mon réseau. Donc ça m'a aussi permis, tu vois, notamment via LinkedIn, de rencontrer en contact avec différents réseaux de freelance, des intermédiaires, mais qui sont pas des ESN en soi, qui ont un positionnement un petit peu différent, qui aujourd'hui encore me contactent alors que je suis en mission jusqu'à la fin de l'année. Et donc, c'est aussi intéressant de pouvoir cultiver son réseau et finalement, voilà, on avait un peu parlé de l'apport d'affaires, mais de pouvoir aussi recommander des personnes avec qui j'étais amenée à échanger depuis un an. Et finalement, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est une autre manière de travailler, de fonctionner. Et voilà. Après, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, dans le sens où je suis pas complètement vaccinée de cette posture de salarié. Et c'est d'autant plus difficile quand on est sur une mission à temps plein, sur une mission longue à temps plein, parce que finalement, cette question essentielle de la prospection, comment on la gère quand on est freelance et que finalement on n'est pas disponible tout de suite, c'est une question à laquelle j'ai pas encore réussi à répondre. Ouais, ultra. Enfin, il y a trop de bons points sur lesquels rebondir. Euh, Pardon. Ouais, non, il y a énormément de bons points pour le coup. Le truc, c'est que, ouais, premièrement, ce qui est important, c'est qu'on va dire que généralement, quand on est en CDI, on veut trouver des choses pour le jour même. Là où, comme tu as dit, en freelance, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux te permettre de semer des graines pour plus tard, te créer ton réseau. Et justement, moi, je trouve que l'apport d'affaires, ça répond bien à cette problématique. Dans le sens, ça te donne une raison, en fait, d'alimenter ton réseau toute l'année. Parce que justement tu peux faire un peu d'argent avec l'apport d'affaires, tu vas te créer des nouveaux contacts et c'est ça qui peut te donner une raison. Mais après oui, c'est vrai que le modèle
freelance classique est assez proche de celui d'un salarié. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est bien, c'est d'être conscient de notre posture. C'est-à-dire que idéalement, je voudrais développer l'apport d'affaires, ce que j'ai pas du tout fait cette année, hein, je vais pas mentir. Je pense qu'on ne devient pas le freelance par excellence du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, parce que comme tout le monde, la priorité numéro un, c'est d'avoir un client et de pouvoir facturer et de pouvoir se nourrir à la fin du mois. Et puis au fur et à mesure, quand on arrive à sécuriser, bah, c'est là où on va peut-être prendre un peu plus de risques sur bah tiens, je vais peut-être facturer un petit peu moins de jours, je vais me garder des jours de côté ce mois-ci pour aller travailler mon réseau, rencontrer des personnes, pourquoi pas commencer à nouer, à faire des groupes et à s'échanger des missions, etc. Voilà, je n'ai pas du tout travaillé là-dessus, je vais être honnête cette année, mais par contre, je suis consciente que c'est des choses sur lesquelles je dois travailler pour pouvoir perdurer en tant que freelance. Mais bien sûr, c'est logique. C'est un sentiment de progression. La première étape, c'est de survivre. C'est ça. Hop. Non, mais je pense que c'est important aussi de le redire parce que sur LinkedIn, il faut avoir un petit peu de recul. Il y a aussi beaucoup de freelance qui vont se mettre en avant. Ah ouais, j'ai réussi à faire un mois à 30K. Voilà, moi, j'arrive à facturer 1 000 € par jour et je vis en Thaïlande, les pieds en éventail sur la plage. Oui, ok, il y en a sûrement, mais je pense que c'est pas la majorité d'entre nous. Et donc, il faut avoir un petit peu d'humilité, de se dire, ok, j'ai réussi déjà à avoir un client, j'ai réussi à sécuriser pendant un certain temps mon chiffre d'affaires, c'est déjà bien, et donc j'ai une marge de projection, d'évolution, pardon. Et donc, du coup, tu travailles sur ton business plan au fur et à mesure. C'est exactement ça, c'est un escalier au final. Mais Voilà. comme tu dis, il y a beaucoup de gens, surtout des gens peut-être plus jeunes, je le vois un peu moins chez les gens, on va dire, plus expérimentés, mais chez des gens très jeunes, il y a beaucoup ce truc de je veux 1 000 € de TGM, je veux 100% de télétravail, j'ai 2 ans d'expérience, je m'en fiche, donne-moi mes conditions. Ouais, c'est ça. Et puis c'est difficile aussi, c'est un apprentissage aussi en termes de gestion financière. Parce que finalement, tu parles plus de salaire, tu parles de chiffre d'affaires. Mais ton chiffre d'affaires, bah, c'est pas ce qui te reste à la fin du mois. Ce qui te reste à la fin du mois, c'est ton bénéfice. Et donc, il y a tout ça aussi, les différents intermédiaires, la commission qu'ils vont prendre. Et finalement, en partant d'un TJM et en voyant ce qui te reste à la fin du mois, bah, c'est tout ça aussi sur lequel il faut anticiper, sur lequel il faut travailler. Faut être conscient de ça, parce que si tu t'arrêtes juste à un montant de TGM, bah, tu peux être déçu à la fin du mois. J'avoue que le premier mois, j'avais pas forcément eu tout ça en tête. Bon, après, aujourd'hui, je vis correctement, hein, je me plains pas du tout. Mais je me dis, ah oui, effectivement, j'avais pas pensé à telle commission ou à tel frais, etc. Et après, il y a toutes les différentes manières d'être freelance. On en avait un petit peu parlé tous les deux. Il y a comment, si tu décides de monter ta propre structure. Moi, je sais qu'en tant que freelance junior, pour le coup, je peux au moins être junior sur quelque chose à mon âge. Et c'est important. Je trouvais que le portage salarial était intéressant en ça, parce que ça m'amenait quand même une certaine sécurité financière. Et finalement, c'était un entre-deux, entre je monte tout de suite ma structure, ou je teste le marché, voir si ça fonctionne. Et finalement, en étant accompagné par une boîte de portage qui est installée depuis un certain temps, ben, finalement, je me sens aussi sécurisée à ce niveau-là. Ok, ouais, très clair. Ouais, c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de parler des boîtes de portage, mais ça peut être une solution intéressante, surtout du point de vue de peur, en fait, de vraiment, je veux pas sauter vers l'inconnu, je veux quand même, tu vois, un petit peu de familiarité. Et ça peut être un bon pont entre les deux, entre le salariat et le freelancing, pour se lancer pendant peut-être 1 an ou 2 et voir comment ça se passe si jamais vous êtes en CDI depuis très longtemps et que justement ça peut faire peur de se lancer. C'est ça. Est-ce que tu as eu une peur vraiment à l'idée de te lancer au freelancing ou juste tu t'es dit j'ai fait le tour, j'en peux plus, faut que je teste quelque chose de nouveau? J'ai eu forcément un petit peu de peur de l'inconnu, et la peur numéro un, on a déjà parlé, c'était est-ce que je vais être en capacité de trouver un client, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais encore une fois, après presque 25 ans de salariat, j'avais fait le tour,
Et en fait, c'était un schéma qui me correspondait plus. Et donc, du coup, c'est venu assez naturellement, finalement. J'étais pas prête il y a 3 ans. Et finalement, quand je me suis lancée l'année dernière, je me suis dit, bah, en fait, je me sens pas en capacité de repartir à nouveau sur un CDI. Et donc, pour moi, ça a été une transition qui s'est faite. Donc, je pense pas qu'il faille se forcer. C'est quelque chose qui va venir assez naturellement. Moi, ça fait rire mes amis, mais il y a encore 2-3 ans, je leur disais, mais jamais je pourrais être indépendante. J'ai pas du tout l'esprit entrepreneur, c'est pas mon truc. Alors, je me considère pas à part entière comme une entrepreneur, encore une fois, parce qu'il y a cette marge de progression d'évolution sur laquelle j'ai pas encore travaillé. Mais néanmoins, ben voilà, je suis allée chercher des clients, j'ai passé des entretiens. Et rien que ça, déjà, je trouve que enfin, ça m'a montré à moi-même que j'étais en capacité de. Et finalement, une fois qu'on a travaillé sur nos croyances limitantes, peut-être aussi avec l'aide d'un coach, hein, parce que encore faut-il être conscient de nos propres croyances limitantes. Finalement, le saut il s'est fait, et encore une fois, je regrette pas de l'avoir fait. Non, mais c'est ultra intéressant le côté. En fait, la différence entre enfin, comment est-ce que tu as vécu justement la différence entre ce que tu pensais être le freelancing, l'entrepreneuriat et ton quotidien d'aujourd'hui quand tu le vois en fait? Est-ce que c'est aussi éloigné de ce que tu pensais ou c'est similaire? Alors, je pense que c'est pas aussi éloigné de ce que je pensais, mais en même temps, je suis à la toute première marche. C'est-à-dire que je démarre le freelancing, je suis en portage salarial, donc j'ai encore mon filet de sécurité. Si à un moment donné j'arrive à monter ma propre structure, donc je me libère entre guillemets, je sais pas si libérer c'est le bon mot, de ce filet de sécurité, peut-être que là je vais trouver que c'est hyper compliqué parce que il y a finalement gérer la facturation moi-même, tout ce qui concerne les frais, la facturage et compagnie, chose que j'ai déléguée aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai choisi aussi de déléguer les choses qui me paraissaient compliquées ou avec lesquelles j'avais pas envie de m'embêter, tu vois, la partie administrative. Donc finalement, je me suis facilité aussi la transition. Et pour moi, cette charge mentale en moins, elle vaut le pourcentage que je donne, entre guillemets, à mon intermédiaire sur mon chiffre d'affaires. Après, évidemment que les vrais entrepreneurs qui n'ont pas d'intermédiaire et qui font tout seuls, ils n'ont pas la même charge mentale et ils me diront, mais en fait, Marianne, t'es pas une vraie entrepreneur. Et j'entends complètement. Je pense qu'il peut y avoir différents modèles d'entrepreneuriat. Et encore une fois, on n'est pas forcément cranté ou en tout cas enfermé dans un seul modèle au début. Parce que le freelancing, bah, une fois qu'on se lance, l'idéal, c'est qu'on y aille jusqu'à la fin. Enfin, moi, j'ai encore une quinzaine d'années à travailler. J'aimerais bien en faire jusqu'à ma retraite. Le but, c'est pas que je retourne en CDI. Il y a 2 points ici qui sont intéressants. Bah, premièrement, le truc, c'est qu'en fait, dans tous les cas, même si tu es un vrai entrepreneur, un vrai freelance, ça change rien parce qu'au final, tu gagnes de l'argent, plus d'argent, mais du coup, tu vas réinvestir cet argent pour, encore une fois, déléguer l'administratif et tout ce que tu n'aimes pas faire. Donc, on en revient au même point, en fait, que tu sois portage ou en freelance. Bah, généralement, tu vas déléguer ce que tu n'as pas envie de faire et on arrive au même point. Il y a très peu de gens de nos jours qui font tout par eux-mêmes. Ça existe quasiment pas, en fait, parce que c'est comme ça, on a énormément d'outils à notre disposition. Et le deuxième point, justement, c'est que de nos jours, enfin, je sais pas, je suis pas assez vieux pour ça, mais j'imagine qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, devenir entrepreneur, les démarches que ça devait être comparé à maintenant, il n'y avait pas la micro-entreprise, il n'y avait pas le portage, il n'y avait pas plein d'outils pour se lancer. Ça devait être 100 fois plus compliqué qu'aujourd'hui. J'espère pas que je rebondisse sur il y a 30 ans, hein, parce que j'étais Non, ouais, je sais. en fait. T'étais au lycée. C'est ça. Non, mais même en termes d'état d'esprit, tu vois, alors c'est beaucoup plus démocratisé. Il y a énormément de gens à l'époque, personne n'aurait pensé à 45 ans, 50 ans d'aller se dire, en fait, je quitte une carrière stable pour aller dans un truc instable. Mais en fait, on voit de plus en plus aujourd'hui et heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, ça dépend de comment on arrive au freelancing. Moi, ça a été un choix
parce qu'à un moment donné, encore une fois, je me suis dit, j'ai cette expertise, j'ai ce bagage que j'ai envie de mettre en valeur. Et donc, je décide en fait, d'être mon propre commercial, entre guillemets. Mais après, tu as des gens qui vont arriver au freelancing après un burn-out en se disant ah ouais, franchement, l'entreprise, j'en peux plus, il faut vraiment que je fasse autre chose. Et là, ça peut être un peu plus dangereux, encore une fois, quand tu te fais pas accompagner, parce que finalement, tu y arrives pas par choix, mais tu y arrives un peu par dépit. Et ça peut être un peu casse-gueule, parce que c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, faut être lucide sur le fait que, bah oui, ça reste un risque. T'as pas ton filet forcément de sécurité. Il faut savoir se vendre, il faut savoir, euh, comment dire, échanger, il faut savoir connaître un petit peu le marché, les codes, etc. Et si déjà t'es pas forcément bien dans ta tête et si tu y arrives par dépit, c'est pas forcément la meilleure option sur le freelancing, quoi. Je suis 100% d'accord. Et c'est quelque chose que je dis beaucoup aux gens qui veulent faire des transitions que j'ai dans mon accompagnement. Je leur explique tout le temps. C'est beaucoup plus dur de faire une transition CDI freelance que juste de retrouver une mission en tant que freelance. Généralement, c'est extrêmement compliqué. Et que pour moi, si vous avez pas d'argent ou pas de temps, c'est une très mauvaise idée de faire une transition parce que ça demande énormément de choses que vous n'avez peut-être pas à l'instant T en fait. Donc faire très attention aux transitions, bien préparer son plan, ne pas se jeter sur un coup de tête et se donner les moyens d'y arriver au final. C'est ça, et il y a un point que tu viens de soulever qui est hyper important, c'est d'avoir une réserve financière. Euh, et qu'on ne mette pas tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que cette réserve financière, il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on avait prévu, je sais pas, pour un prêt ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on se prépare financièrement, on met de l'argent de côté parce qu'on ne sait pas combien de temps on va mettre pour trouver une mission. On a aussi des périodes, on peut avoir aussi des périodes sans mission. Malheureusement, je pense que tous les freelances, moi je l'ai pas encore vécu parce que je suis encore dans la première, mais ça peut arriver et donc du coup c'est bien d'avoir encore une fois ce filet de sécurité pour se sentir à l'aise et puis se donner un peu des périodes de respiration. Donc c'est bien de se lancer en se disant pas j'ai 1000 euros de côté donc je vais passer freelance et puis demain j'aurai trouvé une mission, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, en tout cas je pense pas. Non, c'est compliqué. Comme tu as dit, je dirais que une des erreurs des freelances récemment implémentées qui reviennent d'une transition, c'est de caler leur niveau de vie sur leur TJM. C'est-à-dire, au final, j'ai eu une mission à 800 euros de TJM. Bah, au final, je vais dépenser, je sais pas, 5000 euros par mois dans mes loisirs, dans mes trucs, tout ça. Et ils disent, bah, en fait, je gagne 10 000 euros, donc je vais gagner ça jusqu'au restant de mes jours. Et justement, comme tu as dit, bah, ne pas prévoir tout le reste, l'intercontrat, le manque de mission, tout ça. Donc, faire très, très, très attention à cette erreur-là. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens, vivez comme vous avez vécu jusqu'à maintenant et laissez le temps vous dire ce que vous avez le droit de faire et pas faire. C'est ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant justement dans le portage, alors j'ai pas d'action dans ma boîte de portage salarial, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils accompagnent aussi là-dessus. C'est-à-dire que moi, ils m'ont expliqué que tous les mois, en fait, ils prélèvent une partie de mon bénéfice pour mettre dans un petit pot. Et en fait, ça m'aide à financer en fait des congés. Donc du coup, voilà, concrètement, en mai, j'ai pris 15 jours. Ben, c'est pas des jours de congé, c'est des jours où on facture pas. Donc on prend dans ce pot qu'on a mis de côté. Et finalement, pour moi, c'était complètement indolore parce que c'est de l'argent que j'avais mis de côté tous les mois depuis le début de ma mission. Et donc ça, c'est complètement géré par ma société de portage. Et moi, je leur dis juste, versez-moi l'équivalent de 5 jours de mission ce mois-ci parce que j'ai pas travaillé pendant 10 jours, par exemple. Et ça permet d'équilibrer les mois où on va bien gagner notre vie avec ceux où on va moins facturer. Et encore une fois, ça, si on n'a pas cette réflexion-là quand on passe de salarié à freelance, ça peut être très compliqué. Et une chose aussi, quand on est freelance, bizarrement, on est beaucoup moins souvent malade. Alors là, c'est extraordinaire. Je pense que la Sécu nous adorerait. C'est-à-dire que vous réfléchissez à 2 fois avant, pour un petit rhume, d'aller vous faire arrêter. Parce que voilà, vous facturez pas, donc vous ne gagnez pas d'argent.
Donc ça aussi, c'est important d'avoir en tête tous les jours où vous ne travaillez pas, il n'y a pas de facturation, il n'y a pas de rentrée d'argent, et donc il faut sécuriser. Et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai pas changé mon niveau de vie, c'est-à-dire que je gagne mieux ma vie, mais je mets de l'argent de côté. Et du coup, ça me permet d'avoir peut-être plus de jours de congé ou de me dire, finalement, après la fin de ma mission, je vais partir en vacances, ce qui sera le cas. Et donc, potentiellement, pendant un mois, je vais pas travailler, je vais me faire un mois de vacances. Et ça me permettra aussi, un peu avant la fin de ma mission, de commencer à rechercher autre chose. Parce que moi, j'ai pas encore ce réflexe d'être en prospection continue. Là, c'est un point aussi. J'ai échangé avec des freelances qui sont sur le marché depuis longtemps. Ils m'ont dit, en fait, tu devrais être tout le temps en prospection. Et en fait, j'arrive pas. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Parce que je me dis, mais en fait, si je suis tout le temps en prospection, en contact avec des gens, et que finalement, quand ils me contactent, je leur dis, non, je suis pas dispo avant 6 mois, non, je suis pas dispo avant 3 mois, je me dis, au bout d'un moment, ils vont plus me contacter, parce qu'en fait, je suis jamais dispo. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel j'ai un peu du mal. Je pense que c'est le réflexe d'anciennes salariés qui me colle à la peau. On pourra en parler si tu veux, on pourra retravailler dessus, mais oui, globalement, il y a une réponse simple à ça, c'est l'apport d'affaires. Du coup, tu restes pas forcément dispo pour tout le monde, mais tu es quand même capable d'aider tous les gens qui te proposent des choses. Et forcément, à partir du moment où tu donnes plutôt que de recevoir, les gens sont très heureux de venir te contacter et te proposer des choses parce que tu les aides, tu les aides au final dans leur quotidien. Donc il n'y a pas de raison pourquoi ils arrêteraient de te solliciter, au contraire. Donc en fait, tout est logique, c'est passer plus de temps à travailler mon réseau pour pouvoir faire de l'apport d'affaires et pour du coup faire de la prospection continue. Voilà, c'est le cercle vertueux. C'est ça. Et l'apport d'affaires, c'est pas forcément pour l'argent, mais c'est aussi pour justement rester dans un mouvement continu. Je découvre des nouveaux besoins, je découvre des nouveaux clients finaux, je découvre des nouveaux freelances qui pourraient m'aider à chercher des missions pour le futur. Et c'est vraiment à ça que ça sert pour moi, l'apport d'affaires. C'est pas vraiment juste une question d'argent, de péter son plafond et de devenir riche en faisant rien, mais c'est vraiment un objectif de mouvement continu. Ok. Il y a un point qui est assez intéressant, je trouve, c'est déjà, est-ce que tu as l'impression, ou peut-être tu as eu l'impression quand tu as fait ta transition, d'avoir retrouvé un sentiment de progression dans ce que tu fais via le freelancing, ou pas du tout? Alors, c'était pas forcément un sentiment de progression, mais c'était plus un sentiment de fierté. Je m'explique. J'avais jamais pris forcément le temps de retravailler mon profil comme on l'a fait sur LinkedIn, tu vois, vraiment dans le détail, de travailler un portfolio. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses finalement que je savais faire, que je pouvais mettre en avant et que je pensais pas forcément à vendre en fait dans mes entretiens salariés. Pourquoi? Parce que je répondais à une offre d'emploi. Donc si c'était pas dans l'offre d'emploi, finalement je le mentionnais pas. Là, à l'inverse, finalement, quand tu vas rencontrer un client, tu sais pas forcément quel va être son besoin. Bon, finalement, tu ouvres un peu tous les chakras. Et si son besoin, c'est quelque chose que tu as fait il y a longtemps, finalement, le fait de s'être rappelé, oui, j'étais en capacité de faire telle ou telle chose, d'avoir délivré tel niveau, etc., ou tel KPI, mais finalement, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je suis vraiment en capacité de faire pas mal de choses. Et ça m'a aussi aidé et conforté dans une certaine assise face à des clients qui pouvaient avoir des besoins complètement différents. Donc c'était pas vraiment de la progression, mais plus se rappeler qu'est-ce qu'on a su faire, qu'est-ce qu'on est capable de vendre, et finalement de pouvoir répondre à un peu tout type de besoins en management de projet. Remettre de la clarté sur tout ce qui a été fait pour comprendre sur quoi appuyer. Exactement. Non, ouais, c'est très logique. C'est quelque chose que je vois beaucoup avec les gens qui ont énormément d'années d'expérience. C'est forcément, tu fais beaucoup de choses. Et plus tu fais de choses et tu oublies pourquoi on t'avait pris, qu'est-ce qui te rend important à l'époque et tout. Et t'es juste en mode, j'ai trop d'outils, je sais plus. Je sais plus à quoi ça a servi, ça. Je sais juste que j'ai utilisé ça par le passé. Et oui, remettre en fait une vision claire. Dans cette situation, j'utilise ça. Dans cette situation, j'utilise ça.
Ça réduit beaucoup le problème d'être généraliste en fait. Parce qu'au final, toutes les personnes qui ont pas mal d'années d'expérience deviennent généralistes d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est important de retrouver le fil sur ce qui a été fait par le passé. C'est ça. Et du coup, ça m'a aussi permis de, tu vois, avec d'autres freelances qui étaient passés notamment dans les secteurs industriels, d'avoir des échanges hyper intéressants sur leur vision du marché. Le fait, alors là je parlais un petit peu de ce domaine d'activité, la management de projet, mais par exemple les entreprises cherchent de plus en plus des gens certifiés, notamment dans les salariés, mais pas que finalement aussi, j'ai vu passer ça sur des profils de freelance. Et en fait, j'ai envie de te dire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être opérationnel le plus rapidement possible. Et finalement, quelqu'un qui va être, je sais pas, certifié Scrum Master, bah ok, il a une belle certification, mais finalement, est-ce que sur le terrain, il l'a vraiment été? Est-ce qu'il a pu être opérationnel rapidement? Et finalement, j'ai vu dans ma première mission qu'il y avait plein de choses que j'avais pas fait depuis longtemps. Par exemple, piloter des gros budgets et tout, ça faisait quelques années que je l'avais pas fait en détail. Et finalement, ça revient très vite et très rapidement, j'ai été opérationnelle. Et finalement, c'est ça que le client il attend. Il en a rien à faire de savoir qu'on est certifié Safe ou Scrum Master. Ok, c'est bien, mais si concrètement t'es pas opérationnel au bout d'une dizaine de jours, bah tu lui coûtes cher pour pas grand chose, quoi. C'est ça. Mais du coup, ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire très attention, c'est la dissonance entre ce que eux te demandent avant la mission et ce que tu as besoin, enfin ce qu'ils ont vraiment besoin pendant la mission en fait. Parce que si tu fais juste, comme tu as dit en fait, s'ils attendent juste que quelqu'un soit certifié Scrum Master et font des tâches de Scrum Master à faible valeur ajoutée, bah peut-être qu'ils n'ont pas identifié le vrai problème, et si tu vas appuyer là-dessus en mission, bah en fait tu n'auras aucune plus-value. Et en tant que freelance, un freelance qui a aucune plus-value, bah il peut se faire virer très vite comparé à un salarié. Donc ça, il faut faire un peu plus attention, parce que il y a beaucoup un enjeu de tu dois quand même faire tes preuves en tant que freelance. Il n'y a Ah pas oui, d'argent c'est sûr. gratuit. Bah voilà. En fait, il y a aussi cette dichotomie de se dire, bah le freelance, je le paye chaque jour, ou en tout cas chaque jour, il va me facturer à hauteur de temps. Donc quelque part, je veux avoir un retour sur investissement assez rapide, là où un salarié, finalement, tu vas lui laisser peut-être plus le temps de monter en compétences. Et c'est là où c'est un peu la difficulté du freelance, parce que finalement, nous, on arrive, on connaît pas la société, on nous demande d'être opérationnel assez rapidement. Donc ça veut dire avoir cette capacité à la fois de prise de recul et de vue hélicoptère, en disant ok rapidement l'audit, c'est ça son besoin, voilà les outils que j'ai en ma possession, ce que je suis capable de mettre en place sur les choses qu'il y a éventuellement à améliorer, et il faut que ça soit assez rapide, versus un salarié où lui il va peut-être plus prendre le temps de s'intégrer d'abord, etc. Nous on n'est pas sur on n'est pas sur cette ligne de conduite. Bien sûr que c'est important de s'intégrer avec les personnes avec qui on va travailler. Y a pas de discussion, mais il faut qu'on fasse les choses beaucoup plus rapidement qu'un salarié, parce que notre valeur ajoutée, bah, elle coûte de l'argent au client. Et s'il voit pas son retour sur investissement, bah, notre mission, elle est vouée à l'échec. Et c'est ça qui peut être intéressant, c'est parce que justement, bah, il y a certaines personnes, ils vont pas du tout aimer et ça va leur faire stresser justement un peu. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont retrouver une stimulation intellectuelle justement qu'ils ont perdue dans des CDI où en fait ça fait très longtemps qu'ils sont dans la même mission. Donc ils n'ont pas de nouveau contexte, ils n'ont pas de nouvelles choses et ils stagnent un peu. Et ils aiment beaucoup ce côté freelance de dire bah, en fait j'ai besoin que quelqu'un me challenge un peu, quoi. Je dois montrer mes preuves vite. Et je sais que beaucoup de personnes aiment justement ce côté-là. Sinon, je trouve qu'il y a un autre point intéressant, c'est en fait quand tu es... bon, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais quand je discute avec des gens qui ont peut-être 55 ans, 60 ans en CDI, il y a un phénomène qui arrive beaucoup, c'est que justement, il y a énormément de freelance de 50, 55, 60 ans qui n'arrivent pas à trouver de CDI, mais qui arrivent à trouver des missions freelance, parce que justement, il y a un peu de discrimination à l'âge en l'embauche sur le CDI, où on se dit, bah, en fait, il va partir dans 5 ans, donc je veux pas ouvrir un poste juste pour lui.
Alors qu'en freelance, on va pas se dire il va rester 5 ans. De base, ils vont se dire bon allez, il va rester 6 mois, 1 an, 2 ans, donc on va le prendre en mission freelance. Et je trouve que ce Ouais. point est très intéressant. C'est bien que tu l'abordes parce que on le sait, on va partir de plus en plus tard à la retraite, hein. On a déjà vu les réformes ces dernières années. Et effectivement, moi, je rentre dans la, maintenant, malheureusement, dans la catégorie d'âge senior. Donc, passé 45 ans, en France, ça devient compliqué parce que les entreprises te mettent dans des boîtes où, bah voilà, tu coûtes cher. Ils n'ont pas forcément envie d'investir sur toi, où ils considèrent que finalement ta carrière, elle est derrière toi. Alors, je dis pas toutes les entreprises, mais Bien sûr. c'est ce que moi j'ai pu aussi observer dans ma carrière. Et donc finalement, le freelancing, ça a aussi été une sorte de respiration, de bulle, comme tu dis, de motivation supplémentaire, parce que finalement, cette question d'âge, elle s'est jamais posée dans les échanges que j'ai eus. Et au contraire, ça a été de la discrimination positive. C'est-à-dire que notamment dans l'industrie, parce que c'est des secteurs, c'est un secteur qui est quand même assez technique. Encore une fois, moi je suis passée par l'aéronautique, sur des services connexes dans l'aérien. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec des ingénieurs et finalement, en n'ayant pas moi-même été ingénieur, il a fallu que rapidement je comprenne les sujets, que j'ai ce vernis technique pour pouvoir échanger et être crédible vis-à-vis des équipes avec lesquelles je travaillais. Et finalement, ça, c'est un gros point positif parce que le client voit que tu as cette adaptabilité, que tu peux avoir rapidement connaissance et comprendre le vernis technique, que tu as été amené à travailler avec différents types de clients. Moi, j'ai fait du B2B, j'ai fait du B2C, j'ai fait du B2G. G, comme on dit, donc business to government. J'ai travaillé aussi avec des ministères, etc. Et donc, du coup, le client, ça l'intéresse en fait, cette compétence et cette adaptabilité. Là où finalement, un employeur, il va peut-être plus avoir de frein parce qu'il va juste voir le côté financier. Ah, il va falloir que j'investisse. Est-ce que je veux vraiment avoir un retour sur investissement ou il va voir la personne uniquement comme une charge? Et donc le freelance pour essayer de détourner le client en fait que de ce côté charge, bah, c'est son expérience finalement, son expertise qui va amener tous ses succès, tout ce qui va être en capacité de délivrer, qui vont intéresser le client. Non, mais c'est exactement ça pour le coup. C'est vraiment. Je dirais qu'il y a même un autre point aussi, c'est que en fait, quand la personne va recruter, enfin, elle va faire un recrutement en CDI plutôt qu'en freelance. Ah mince, j'ai perdu le fil. Compliqué. Non, je sais plus où je voulais en venir. Mais non, j'ai perdu le fil. Ouais, ça arrive. Non. Ok, non, je suis d'accord là-dessus, en fait, surtout sur le côté où, quand tu as beaucoup d'années d'expérience, la discrimination, bah, comme tu as dit, elle devient positive, mais il y a aussi. Non, en fait, c'est juste positif. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, on va se dire, ok, euh, elle est là pour 6 mois, elle n'est pas là pour 2 ans, et en fait, on va venir chercher tes compétences très spécifiques plutôt que juste de dire, ben, si ça tenait qu'aux gens, les gens ils voudraient techniquement un senior de 30 ans avec 50 ans d'expérience. Ça, c'est ce que les gens veulent, c'est le mouton à 8 pattes. Mais dans les faits, ça n'existe pas. Donc, globalement, qu'est-ce qu'ils font? Dans les CDI, ils vont recruter quelqu'un de plus jeune. Dans les missions freelance, ils vont prendre quelqu'un de plus âgé qui a beaucoup plus d'expérience. Alors, je sais pas si je peux être aussi, on va dire, généraliste sur l'ensemble des clients parce que Bien je sûr. vois quand même passer des postes où il y a des clients qui vont faire encore de la discrimination sur l'âge, malheureusement. Mais finalement, quand tu as des intermédiaires qui sont prêts à leur faire ouvrir leur chakra et en leur disant bah, finalement vous avez une problématique industrielle, je dis ça parce que c'est un exemple que j'ai vu passer récemment, sur telle machine qui repart pas et vous avez une ligne de production qui est bloquée. Ah bah écoutez, ça tombe bien parce que j'ai dans mon réseau de freelance une personne qui a justement construit cette machine il y a quelques années et qui la connaît par cœur. Pas forcément le client, il se dit ah ok, donc en fait j'ai juste la personne parfaite. Ok, il a 55 ans, mais c'est la personne qu'il me faut parce que finalement un petit jeune de 25 ans, bah, il connaît pas la machine.
il sait peut-être pas non plus l'utiliser ou il n'a jamais été confronté à ce type de problématique. Et donc là, le client va moins mettre de frein finalement à payer plus cher parce que peut-être qu'en payant un TJM moins élevé mais plus longtemps versus un TJM plus élevé et moins longtemps, le client il va finir par y gagner. Donc je pense que il y a vraiment cette réflexion que les personnes seniors doivent avoir aujourd'hui s'ils voient que c'est compliqué pour eux de trouver un CDI, de pourquoi pas se lancer dans le freelancing. Moi, honnêtement, ça fait aussi partie des pistes, des réflexions que j'ai eues en me disant, ok, j'arrive à 40 ans passés, je pense que je vais avoir un moment donné où ça va être compliqué. En plus, en étant une femme, c'est aussi parfois un frein. Et donc, du coup, pourquoi pas aller finalement se créer son propre travail. Non, mais 100% d'accord. Et j'ajouterais du coup, en fait, d'où l'intérêt d'être peut-être un pas généraliste, parce qu'au final, si on est généraliste et qu'on a 55 ans, mais que derrière il y a 800 candidats qui peuvent faire la même chose, bah là on va être plus victime de notre âge, ou alors que comme tu as dit, si on résout un problème à 10 millions et qu'il y a 5 candidats en France qui ont cette expérience précise pour venir réparer la machine, bah là on n'a pas le choix, donc globalement on va prendre. On peut pas, ils peuvent pas se permettre en fait d'attendre aussi longtemps un candidat parfait. S'ils peuvent se permettre d'attendre et de faire les fines bouches sur un candidat comme ça, c'est probablement que vous êtes trop généraliste et que du coup vous adressez à des problèmes qui sont pas assez forts ou juste il y a trop de personnes derrière vous prêtes à prendre votre place en fait. C'est ça. Et ouais, cette question de positionnement, encore une fois, je pense que tout seul, c'est difficile d'y répondre parce qu'en fait, on se connaît bien, mais on n'a pas forcément le recul nécessaire quand on arrive sur le marché du freelancing en se disant je vais finalement travailler sur une posture de niche. Au contraire, on se dit, je veux trouver une mission rapidement, donc finalement, je vais répondre à tous les besoins possibles sur le marché. Et en fait, c'est là où, et je dis on parce que moi je m'inclus dedans, c'était ma réflexion au début, et finalement, là, après presque un an, j'en ressors parce que je vois que on vient de plus en plus me contacter sur des problèmes spécifiques industriels que j'ai pu gérer. Et donc, je me dis, en fait, finalement, c'est les clients qui ont fait le travail pour moi en me disant, en fait, c'est ça ma spécificité. Ma spécificité, c'est pas de savoir gérer des projets à l'international selon un critère de coût, de qualité, de délai. C'est de savoir faire du déploiement de A à Z, de partir d'une feuille blanche, de construire un projet industriel et d'être en capacité de le déployer jusqu'à la fin, voire même de gérer la partie maintenance. Et du coup, ça change tout en fait. Le fait d'avoir vraiment une posture spécifique, on s'extrait en fait du monde généraliste parce que voilà, il y a de plus en plus de freelance et tant mieux. Ça veut dire que les gens aussi, ils ont cette démarche proactive de réfléchir sur leur employabilité. Mais finalement, si on est de plus en plus nombreux, il faut essayer de chercher notre spécificité pour s'extraire du lot. Et tout le monde en a, c'est juste que la plupart des gens l'ont pas encore trouvé. Ou l'ont pas cherché parce qu'en fait, voilà, quand tu arrives, tu te dis je veux trouver une mission rapidement, je vais répondre à tout. Et en fait, c'est là où tu te crames parce que tu passes énormément d'énergie, tu vas avoir des refus, c'est normal parce que pour une mission, on va être 50 et finalement, il faut peut-être c'est pas comme une recherche d'emploi, c'est finalement tu vas peut-être répondre à moins de missions, il suffit d'une, mais c'est celle où tu vas être vraiment spécialisé et où il y aura finalement peu de freelances qui vont pouvoir y répondre que tu vas être en capacité peut-être d'être choisi. C'est exactement ça. Rien à rajouter, tout est nickel là-dessus. T'as vu, j'ai été bien coachée. Hein. Ah, elle comprend très bien les sujets, regardez-moi ça. Montré par l'exemple. Hop, ok. Non, mais sinon, pour les gens qui nous regardent, pourquoi est-ce que tu recommanderais de travailler avec moi Alors déjà, ce que j'ai trouvé intéressant dans ta démarche, je vais parler là de soft skills dans un premier temps. Énormément de bienveillance, pas de jugement,
dans le fait justement que quand je t'ai contacté, j'étais encore en CDI, tu vois, j'étais encore en réflexion parce que j'avais contacté d'autres personnes et finalement ça pouvait faire peur en se disant bon ok, elle a pas terminé son cheminement, je vais perdre mon temps. Et en fait, tu m'as laissé aussi le temps de cette transition finale. Donc ça, j'ai trouvé ça, enfin moi, ça m'a rassurée finalement. Donc l'aspect soft skills est très important. Ton plan, le fait que j'ai pu échanger avec Guillaume sur l'aspect plus commercial, donc il y avait des gens qui t'accompagnaient, avec qui j'ai aussi pu échanger un peu plus en profondeur. Du coup, ça m'a aussi rassurée parce que je me suis dit, tu as ton propre réseau à toi de gens qui sont venus t'aider dans cet accompagnement. Donc, tu as construit un vrai plan d'accompagnement. C'est pas juste un truc que tu as pondu, excuse-moi, sur ChatGPT et que n'importe qui peut faire. On sent qu'il y avait cette préparation et cette customisation en fait vis-à-vis du client. Et ça, j'ai trouvé ça. Enfin, moi, ça m'a rassurée. C'est ce que j'attendais en fait. Et après, il y avait aussi les exercices qu'on a pu faire ensemble finalement. Voilà, le fait de refondre complètement mon profil LinkedIn, de voir au niveau de Malte comment créer en fait son profil, toute la connaissance que tu as du marché de freelancing, hein, que ce soit les plateformes, les différents types d'intermédiaires. Enfin, encore une fois, quand tu arrives comme ça et que tu connais rien, qui mieux que quelqu'un comme toi qui a cette expertise et ce recul pour nous aider au lieu de perdre 6 mois. Moi, je crois qu'on a commencé à travailler ensemble au mois de mai ou juin de l'année dernière. Et j'ai trouvé ma mission au mois d'octobre. Donc, je suis rentrée de vacances, tu vois, je m'étais donné les vacances pour souffler un petit peu. Dès septembre, j'ai commencé à chercher activement. Et finalement, au bout d'un mois, j'avais trouvé ma mission et j'ai démarré en novembre. Donc finalement, ça s'est fait assez rapidement. Et j'ai pas eu l'impression, tu vois, de perdre mon temps, j'ai pas perdu mon argent, t'étais disponible quand j'avais des questions. Donc ça aussi, ça rassure, tu vois, c'est pas j'ai fait ma mission, merci, au revoir, Marianne, si elle a des problèmes, elle se démerde. T'as toujours été là pour répondre. Il y avait aussi ce réseau de freelance que tu as mis en place et les personnes avec qui on pouvait échanger. Donc moi, j'ai trouvé ça très construit en fait. Et ça m'a rassurée parce que je suis quelqu'un de très cartésien aussi. Même si je délaye beaucoup dans mes réponses, hein, c'est pour ça que tu oublies parfois les questions à poser. Mais c'était construit et moi ça m'a rassurée parce que voilà, j'ai 46 ans, 25 ans d'expérience professionnelle et du coup je voulais pas d'un accompagnement qui soit light quoi. C'est une vraie transition et c'est un changement de vie quelque part. Non, je suis totalement d'accord, hein. C'est des gros travaux, c'est pour ça que je dis aux gens qui veulent se lancer à la légère, attention, c'est pas simple, c'est des gros travaux perso et professionnels. Ça peut être parfois une remise en question et j'ai eu un moment de flottement, hein, je te le cache pas, mais encore une fois, ta bienveillance et le fait que tu accompagnes les gens vraiment de façon humaine, sans jugement, toujours avec cette volonté d'aider, ça, enfin, ça libère un poids en fait. On y va, on sait qu'on est accompagné, on n'est pas jeté dans la nature. Et moi, ça m'a rassurée, tout simplement. Ok, bah ça me touche. Non, Donc voilà, je recommande à toutes les personnes qui ont envie de se lancer de suivre un coaching avec François. Ah bah écoute. Et je ne suis même pas commissionnée pour dire ça. Et non, même pas. Même pas. D'ailleurs, tu me passeras le RIB à la fin de l'appel pour le virement. Non, bah écoute, moi j'ai tout ce qui me fallait. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites rajouter? Bah écoute, si à un moment donné tu fais un coaching plus spécifique sur l'aspect prospectif, l'apport d'affaires, parce qu'on en a parlé, on avait un peu travaillé dessus, pourquoi pas refaire un coaching avec toi, un accompagnement, parce que c'est vraiment quelque chose que je souhaite développer et sur lequel j'ai pas du tout travaillé. Et encore une fois, pour moi, si je sens que toute seule j'y arrive pas, ben tu vois, petit aparté, j'ai repris le sport, bah, j'ai pris un coach sportif. Ça fait rire tout le monde, mais Non. n'empêche que je m'y tiens
Et le fait d'avoir quelqu'un en fait qui m'accompagne, qui construit un plan qui me correspond à mes besoins, et ben moi ça me rassure. Donc je pense que tu vois ce côté freelance qui répond aux besoins du client et qui va pas aller vendre n'importe quoi à n'importe quel client, c'est vraiment mon mindset. Donc Non, mais je suis 100% d'accord avec toi, hein. Moi-même, je suis le premier à me faire accompagner pour plein de trucs, donc que ce soit sur le perso ou pour le pro. Donc pour moi, c'est une très bonne idée de se faire aider. Et ouais, avec plaisir, on pourra en discuter après, il n'y a pas de souci, hein. Ok. Du coup, le mot de la fin? le mot de la fin, eh ben merci François. J'ai apprécié notre coaching et ben voilà. Au bout de 3 mois, encore une fois, j'avais trouvé une mission en cherchant vraiment proactivement pendant un mois. Donc finalement, quand j'ai vu autour de moi certaines personnes qui galèrent un petit peu et qui s'étaient pas fait accompagner, finalement, elles ont revu un peu leur copie. Donc je pense qu'on est des cas d'usage tous tes clients sur ce qu'il faut faire. Bah parfaitement. Donc nickel. J'ai rien d'autre à ajouter. Tout est tout est nickel là-dessus. Donc ouais, si je vous souhaite tous une bonne journée et je vous dis ciao ciao. Au revoir.